Florence, apparemment, le maire de Laval ne fait pas que des heureux à l'antenne. On se chicane au 187 Cube Radio. Un auditeur nous mentionne qu'il y a une plus grande densité de population à Longueuil qu'à Laval, donc que Longueuil mérite aussi son transport structurant. Patrick, un autre auditeur, nous dit « Là, est-ce qu'on peut arrêter de mettre de l'argent à Montréal? On oublie le reste du Québec. Montréal a déjà eu son pont Champlain, les transports en commun, le REM. Nous aussi, on a le droit d'avoir comme un tramway à Québec, j'imagine, c'est à ça qu'il réfère. J'aime ça faire l'unanimité, comme vous le savez. Georges Mercier, on va parler de politique canadienne et de politique québécoise, toi et moi, désormais. C'est ça la nouvelle mission qu'on s'est donnée. La nouvelle description de tâche. Acceptes-tu cette mission, Georges Mercier? J'apprécie que tu sois là, comme toujours. Écoute, il y a des partiels qui ont été lancés aujourd'hui même. Ça prend fin le 31 août, c'est bien ça? Oui. Petite course, BC, Ontario, Québec. Tout ça, évidemment, dans un contexte où Carney a un peu provoqué la chose. Mais je pense que c'est ça qui fait réagir. Parce que toi, imagine, Francis, que tu es premier ministre. Puis tu as une élection, puis tu ne parviens pas, lors de ton élection, à obtenir un gouvernement majoritaire. Ouais. Il y a certains chefs d'État qui auraient décidé de composer avec ça, de négocier avec les autres partis. Il y a d'autres chefs d'État plus astucieux, puis on pourrait peut-être dire plus machiavéliens, qui vont décider de se créer eux-mêmes une majorité, en insistant, par exemple, si vous êtes Mark Carney, des députés conservateurs à traverser l'allée pour rejoindre les rangs des libéraux. Mais il y a une autre manière de se garantir une majorité. On peut inciter certains députés qui avaient pourtant été élus pour un mandat de 4 ans à quitter leur poste. Comment on fait ça? On les nomme sénateurs. Puis c'est exactement ce que Mark Carney a fait avec M. Richard Martel dans Chicoutimi, ce qui provoque une élection partielle. Pari peut être audacieux de la part de Mark Carney, parce que ce sont les agrégateurs de sondage, ça pourrait être plus chaud qu'on ne le pense dans Chicoutimi. Ouais. Ils sont pas au coude à coude, mais à peu près. Donc, on verra le 31 août. Qui est en avance, là? Les libéraux sont un peu en avance. C'est les libéraux qui sont en avance. Mais ça dépend des sondages. Selon le sondage que le bloc coule, c'est le bloc qui est en avance. Selon l'agrégateur, c'est les libéraux. On aura la vraie raison. Mais ça se joue entre libéraux et bloquistes. Et les conservateurs. Les trois sont à peu près font du coude à coude. Parce que, Chicoutimi, c'est une circonscription qui avait été acquise aux conservateurs depuis un petit bout maintenant. J'ai toujours l'air du gars qui défend Mark Carney et j'aime ça, mais je veux juste dire, tu trouves pas qu'il y a quand même... je suis d'accord avec ce que tu dis, mettons, comme prémisse, mais une fois qu'on a dit ça, les règles du jeu sont connues. Je veux dire, c'est pas nous qui avons inventé ce système-là. Les Anglais le jouent depuis bien plus longtemps que nous. Et je veux dire, les règles du jeu sont connues. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Tu peux toujours damer le pion à ton adversaire. J'ai envie de dire, il y a quand même un peu un coup de génie là-dedans. Là, je veux dire, c'est salaud, mais c'est de bonne guerre, non? Un coup de génie. Il y a peut-être même une urgence pour Mark Carney, parce qu'avec l'annonce la semaine dernière par les Américains de ces nouveaux droits de douane de 50%-là, avec cet accord un peu nébuleux sur le pont Gordie Howe qui a été mal expliqué par Mark Carney au départ, on nous présente l'annonce de l'accord de 2012 comme si c'était celui qui allait avoir lieu. Finalement, on apprend qu'il y a eu un nouveau partage des revenus de péage avec les Américains. Peut-être que l'étoile de Mark Carney, elle commence enfin, on a envie de dire, à pâlir. Peut-être que son statut décline et peut-être qu'il y a urgence de confirmer sa majorité, parce que c'est pas clair au rythme où vont les choses. Si ça ne débloque pas avec les Américains, si on continue à se faire intimider par les Américains, si Mark Carney continue à entretenir cette perception de faiblesse-là par rapport au méchant Donald Trump, c'est pas clair que si la partielle se tenait le 31 septembre, ou le 31 octobre, ou le 31 novembre, ce serait un député libéral qui aurait une aussi bonne chance de l'employer. Maintenant, je comprends la manœuvre politicienne de Mark Carney, mais comme on nous dit dans notre premier cours de philo 101, il faut distinguer la loi de la morale. C'est peut-être légal ce qu'il fait. Puis les transfuges en politique, c'est légal. Un député a le droit de changer de famille politique s'il le souhaite. Il y a quelque chose d'un peu immoral là-dedans, surtout lorsqu'on considère qu'un député, dans notre système politique, c'est rarement élu pour son nom. C'est élu pour le parti politique qui est écrit à côté de son nom et grâce à une machine de parti. Et le coût d'une partielle aussi? Tu parles de morale, Georges, 2 millions de dollars au fédéral estimé par partielle. Oui, mais il faut que tu comprennes, par contre, Florence, qu'on est dans un contexte où le gouvernement fédéral dépense beaucoup pour bâtir l'avenir du Canada. Fait que c'est quoi 2 millions pour continuer à offrir à Mark Carney les coups d'étrange? Fois 6? Fois 3, en l'occurrence, mais il y en a eu d'autres avant. Ceci dit, tu dis qu'on ne vote pas pour les gens, puis ceci est en fait un peu vrai, mais ça reste que... Et je voudrais surtout me concentrer sur bloquistes et libéraux, là, parce que c'est ces deux-là dont on a parlé. On a donc 2 candidats, Caroline Beaulieu? Non, Dubé, qui est donc la candidate bloquiste. Et en face d'elle, un monsieur Gobeil, ancien président des producteurs de lait. Comment vois-tu se dessiner un peu cette course? On peut lire de 2 manières.
manière. Bon, la candidate bloquiste, c'est pas quelqu'un qui a un CV extraordinaire. Là. C'est un attaché politique dans un bureau de circonscription qui travaille pour une MRC. Ça nous indique quand même qu'il y avait pas un immense engouement au niveau du pool de candidats bloquistes pour se présenter dans cette partielle-là. M. Gobeil, c'est plus intéressant. Parce qu'ancien président de l'Union des producteurs de lait du Québec, on peut se dire « Ah, c'est bon pour la gestion de l'offre. » Ça, c'est l'interprétation facile. « Ah, Mark Carney envoie un signal aux Québécois. » Je me suis fait cette propre réflexion. On se l'est fait. Je vois le mépris dans ton regard. Non, mais c'est pas du mépris. C'est juste que c'est la ligne que tout le monde va sortir. Okay, donc, on peut le lire de manière positive. Les libéraux envoient un signal aux Québécois qu'ils vont défendre la gestion de l'offre. On peut le lire de manière beaucoup, beaucoup plus cynique. Et les libéraux fédéraux nous préparent à faire des concessions là-dessus. Et en ayant fait élire un candidat qui est associé à la protection de la gestion de l'offre, ben on se donne un gage, en fait. On se dit, regardez, M. Gobeil était d'accord avec notre manœuvre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger un peu à la Stephen Guilbeault qu'un M. Gobeil se fasse élire, président des regroupements de producteurs de lait, la gestion de l'offre, puis soudainement, M. Carney change de track, change d'avis, puis là, il démissionne, ça claque la porte, non? Peut-être, mais on ne sait pas ce qui s'est dit derrière les portes closes. On ne sait pas pourquoi M. Gobeil a choisi de se lancer dans la course à Chicoutimi. Peut-être qu'on lui a expliqué la situation. Peut-être que le gouvernement Carney est au courant qu'il va falloir faire des concessions éventuellement sur la gestion de l'offre pour protéger d'autres industries canadiennes dans nos négociations avec les États-Unis. On verra ce qu'il en ressort, mais ça va être intéressant de voir d'abord qui gagne, parce que ça va nous donner une bonne mesure du pouls quand même, de l'admiration qu'ont les Québécois sur Mark Carney. Par ailleurs, je voulais pas parler des conservateurs dans cette course-là parce que j'aimerais maintenant parler des conservateurs. Il y a ce texte d'Andrew Coyne qui est un chroniqueur là, au Globe and Mail, plutôt à droite, le centre-droite. Il n'est ni conservateur ni libéraux. Conservateur. Ouais, mais bref, il n'est pas directement attaché à aucun parti. Il a fait un texte dans le Globe où il dit essentiellement que les conservateurs ont un problème de patriotisme. Et bon, on peut l'expliquer, mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des mauvaises nouvelles, que Trump nous casse du sucre sur le dos, il y a une certaine frange des conservateurs qui se réjouit et qui disent que le Canada, c'est de la merde, nanana. Puis dans le fond, ce qu'on sent bien, c'est qu'ils sont déçus de ne pas avoir fait élire leur mec, mais quand même, ça donne un drôle de message patriotique. Qu'est-ce que tu décortiques, toi, de ce côté-là? C'est un drôle de texte d'Andrew Coyne, parce que si on lit essentiellement entre les lignes, ce qu'il dit, c'est « Vous devez toujours placer le pays avant le parti ». Donc là, ce qu'il critiquait, c'est la tendance chez certains conservateurs canadiens à donner raison à Donald Trump, même sur l'histoire des feux de forêt. Vous avez des gens en ligne qui sont prêts à dire « Ah, c'est vrai que c'est nous qui gérons mal, on devrait peut-être faire des concessions aux Américains sur la négociation commerciale, sur les budgets militaires. » Il y a au Canada des conservateurs qui ont une idéologie très conservatrice, qui ressentent beaucoup d'affinité envers Donald Trump. Puis même le 51e État. Il y a des gens qui sont partisans de ça. Ils sont pas nombreux, mais ça existe. Non, mais ils sont plutôt dans le camp conservateur, ces gens-là. On va se le dire. Puis, je sais pas, chacun a droit à son opinion, mais je veux dire, c'est quand même pour les conservateurs qui ont toujours été le parti, tu sais, patriotique, le point en l'air. Mais c'est bizarre, le patriotisme au Canada. Parce que, non, mais c'est un vrai enjeu, parce que le Canada moderne, tel qu'on le connaît, c'est quand même le pays qui a été unifié autour de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est une charte libérale au sens fort, où ce qui importe, c'est les droits de l'individu seul, souverain, qui doit rien à personne. C'est pas la famille, c'est pas la libre entreprise, c'est pas moins d'État. Non, au contraire. C'est pas l'unifolié. C'est pas l'unifolié. Le Canada s'est construit sur l'individu. Puis parfois, en écoutant les libéraux fédéraux parler, on a un peu l'impression que le Canada, c'est leur propriété. Donc, pour eux, d'être patriotes, de placer le pays avant toute chose, c'est facile parce que le pays, c'est eux, en quelque sorte. Les libéraux, tu veux dire? Oui, les libéraux. Ouais. Alors que pour les conservateurs, ou le Canada, on ne sait pas trop c'est quoi exactement. Moi, je ne sais pas ce serait quoi être patriote envers le Canada si je ne place pas la Charte canadienne des droits et libertés au cœur de mon imaginaire politique. Parce que, mets-toi dans la position d'un conservateur type, OK? Vous croyez en la libre entreprise, en la famille. Vous voulez un gouvernement limité. Vous voulez plus de liberté individuelle en général. Je suis désolé, vous regardez Ottawa, vous n'avez pas beaucoup d'affinité envers ce qui se passe là-bas. Vous regardez au sud de la frontière, ah mon Dieu, royaume de liberté, il y a des gros Costco, il y a des VUS, je peux dépenser comme je veux. Non, mais c'est vrai. Et donc, qu'on comprenne la tentation américaine chez les conservateurs canadiens, c'est assez facile. Ce qui nous sauve au Québec, c'est quand même la langue. C'est qu'un conservateur québécois a un rapport identitaire avec le fait qu'il parle français, avec notre culture. Patriotique, exactement. C'est plus facile pour nous. Alors que la question de l'annexion aux États-Unis, là, on a comme un genre de mouvement d'effroi où on se dit non, on ne touche pas à ça. Mais pour un conservateur
anglophone au Canada, je comprends pourquoi, c'est une vraie question. Ça reste que, bon, il y a eu des réactions. Jason Kenney, ancien ministre de l'Immigration, ancien premier ministre de l'Alberta, donnait raison à Andrew Coyne. Lui, il joue peut-être un petit jeu de vouloir remplacer Pierre Poilievre. Là. On ne sait pas trop ce qu'il a derrière la tête. Jenny Byrne, une ancienne organisatrice très proche de Pierre Poilievre, elle a déchiré sa chemise en disant Andrew Coyne est un con. En tout cas, bref. C'est pas beau à voir toujours sur X. Mais je pense même parfois ce qui se passe sur X, ça s'en va dans la vie publique. Mais je pense que ce qui joue aussi ici, c'est une lutte au sein du mouvement conservateur canadien entre ce qu'on pourrait appeler un conservatisme propre et un conservatisme plus bas. Chez beaucoup de conservateurs canadiens plus institutionnels, disons, les gens qui sont proches du milieu des affaires, Pierre Poilievre, il n'est pas propre. Il est sale, il est populiste, il s'apparente à Trump. Sale dans le sens, dans la rue. Là, oui, c'est quelqu'un qui va dans la rue, qui est proche du peuple. On l'accuse pas de corruption, mais c'est juste, c'est un batailleur, oui, c'est quelqu'un qui sort les points. C'est pas quelqu'un qu'on imagine dans un dîner mondain à boire des vins millésimés. Okay? Comme Mark Carney, mettons. Comme Mark Carney, qui doit être très confortable avec ses vins. Je suis persuadé qu'il aime les grands vins, Mark Carney. Mais tout ça pour dire que dans le texte d'Andrew Coyne, puis dans cette controverse-là, on peut aussi voir une forme de rappel à l'ordre de certains conservateurs qui étaient plus proches de Harper. Le meilleur commentateur québécois qui exemplifie ça, c'est Dimitri Soudas. Où Dimitri Soudas, c'était vraiment dans sa tête... Un ancien attaché de Stephen Harper, qui est d'ailleurs chroniqueur dans plusieurs médias. Il est ici à l'occasion. Bon, lui, dans sa tête, il y a un conservatisme qui est bon, c'est celui de Harper, puis il y a un conservatisme qui est mauvais, c'est celui de Poilievre. Donc, au sein du mouvement conservateur, il va falloir qu'on fasse le ménage éventuellement, pour qu'on décide ce qu'on veut être. Est-ce qu'on veut être plus populiste, s'apparenter plus à Trump dans le discours, dans ce qu'on propose, ou au contraire, on veut revenir plus vers le centre, un conservatisme plus classique? Les conservateurs canadiens ont un problème de patriotisme. Canadian conservatives have a patriotism problem. Lisez ça dans le Global Mail, c'est très intéressant. Puis joignez-vous à la conversation. Tu seras avec nous tous les jours, cher ami. Ce sera mon grand plaisir. Et le mien, donc. Merci beaucoup, Georges. Merci. À bientôt, Francis.